Merci de nous rejoindre ce soir, Madame, Messieurs, bienvenue. Les titres de votre édition d'information. De l'eau potable pour 600 000 personnes à Kinshasa. L'usine de captage et de traitement d'eau de Lembaïmbou offre cette denrée à 15 quartiers de 2 communes de la capitale. Le président de la République a lancé la mise en service aujourd'hui. Commerce transfrontalier. Le pays modernise les infrastructures à Kassindi, au nord Kivu, et à Ruzizi, au sud Kivu. Le gouvernement améliore le climat des affaires et facilite le commerce, a expliqué Jean-Lucien Boussa, arrivé aujourd'hui à Goma, nord Kivu, pour l'inauguration de ces infrastructures. 3 morts dans un accident de circulation hier sur la route nationale numéro 1 vers le Congo central. Une jeep de la SNEL a été percutée par un camion en remorque. Selon les témoins, un mauvais dépassement serait à la base. Les images dans cette édition d'information. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la traite négrière et de son abolition. Pourquoi c'est important de valoriser les sites historiques des esclaves? Le pays en compte combien? Nous allons échanger avec la ministre de la Culture, Catherine Katungu-Fora. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Vous êtes notre invitée. Je vais vous retrouver un peu plus tard. Merci d'être là. Merci beaucoup. Le dialogue, oui, sans négliger l'option militaire. C'est la proposition faite par Olusegun Obasanjo à Félix Antoine Tshisekedi pour mettre un terme à l'agression rwandaise. L'ancien président du Nigeria a été reçu par le président de la République démocratique du Congo. Patrick Michel Moukoui pour le reportage. Il maîtrise parfaitement le Congo et ce problème pour y avoir mené plusieurs médiations et garde une oreille sur l'actualité du pays. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, arrivé à Kinshasa le lundi dans la soirée, a été reçu ce mardi en milieu de journée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pour près d'une heure d'échange, la situation sécuritaire avec l'épineuse question de l'agression rwandaise a été évoquée par les deux personnalités. Du haut de ses années d'expérience en politique, paix et sécurité, Olusegun Obasanjo suggère à la RDC d'employer la théorie du bâton et de la carotte, faisant allusion au dialogue, sans pour autant négliger le respect que peut imposer de force un pays à ses agresseurs. Il dit il ne doit pas vous rappeler qu'il y a près de 14 ans, le secrétaire général Ban Ki-moon l'avait désigné comme envoyé spécial pour la pacification de l'Est de la RDC. Et que si à l'époque on est arrivé à venir à bout de l'insécurité que nous avions à l'Est, il ne pense pas que la nature du problème a changé et donc il reste confiant que ici également en ce moment on peut arriver à la solution et c'est certainement cette expérience qu'il a, cette connaissance des acteurs de la région, de la situation qu'il a, qui fait qu'on fasse appel à lui aujourd'hui et qu'il pense qu'on devrait venir à bout de ce problème. L'homme d'État nigérian qui a présenté ses félicitations au président Tshisekedi pour son nouveau leadership au niveau africain a, outre les questions sécuritaires, parcouru plusieurs autres sujets à l'instar de l'agro-industrie considérée comme moteur de développement d'un pays. Il a à cet effet encouragé les efforts du président de la République en ce sens en illustrant le bel exemple de l'agenda de la transformation agricole initié par le président Tshisekedi et exécuté avec l'assistance technique de l'Institut international d'agriculture tropicale. Après son entretien avec le chef de l'État, l'ancien président nigérien a poursuivi sa série d'échanges par un entretien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et l'homme politique congolais Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise. Des discussions dont les contenus n'ont pas été dévoilés. La contribution de ce grand homme politique pourrait bien aider la République démocratique du Congo à mettre un terme à l'agression lui imposée par son voisin, le Rwanda. Les suites de la mission du ministre de la Défense nationale à Moscou, Gilbert Kabanda, a obtenu la disponibilité de la Russie à fournir les équipements militaires à la RDC pour faire face au terrorisme dans l'est du pays. Georges Frédéric Dibou.
Mission accomplie pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, à Moscou, en Russie. Tout était réussi, du haut de la tribune de la conférence sur la sécurité internationale jusqu'en marge de ses assises, ces rencontres bilatérales avec plusieurs hautes personnalités de haut rang russes et d'autres nationalités étrangères invitées comme lui. Le patron de l'outil de défense a sollicité en urgence et obtenu la disponibilité de la Russie à fournir pour le besoin de la cause tous ces dons. Le Congo a besoin en termes des équipements militaires et autres matériels militaires modernes et performants. Bien auparavant, le directeur régional russe de la coopération, Anatoly Panchuk, avait déjà fait le même promesse ferme au docteur Gilbert Kabanda. Sur un autre plan, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant s'est entretenu avec son homologue de l'Ouganda, Vincent Bamulingaki. Pour le ministre ougandais de la Défense nationale, les opérations militaires conjointes dans le Grand Nord entre les armées ougandaises et congolaises se passent très bien, vu de Kampala. Et à lui d'ajouter que ces opérations militaires conjointes fondées sur l'accord signé à Bunia par lui-même, le docteur Gilbert Kabanda, au nom de leurs gouvernements respectifs, vont se poursuivre afin de rétablir la paix mise à mal dans les contrées frontaliers côté congolais. Revenons au pays. Relance de la production de zinc à haute teneur à Kipushi. Le Premier ministre a fait le déplacement de cette ville pour lancer officiellement la reprise de l'exploitation de la mine de production. Jean-Michel Samalukonde a aussi lancé les travaux de construction de l'usine Pati Tongango Kizonda. Marcel Moubenga, bienvenue au Sala. Enfin, la mine des zinc à haute teneur de Kipushi reprend vie. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a lancé les travaux de la reprise des activités minières ce mardi 23 août 2022 dans la cité de Kipushi à 15 km de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Selon le chef du gouvernement, ce projet s'inscrit dans le cadre de la création d'emplois édictés par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour offrir aux Congolais des opportunités de développement socio-économique à la base. Aussi le lieu de mentionner la nécessité de faire bénéficier, et je remercie parce que ça a été mentionné par le DG de Kipu, de faire bénéficier la présence de cet investissement aux entrepreneurs locaux dans le cadre de la sous-traitance. Il s'agira d'une obligation légale de chaque entreprise qui s'installe dans notre pays. Nous exhortons donc l'entreprise Kiko et ses actionnaires, que sont Gétamine et Ivanoé, à œuvrer aux côtés de l'État congolais dans l'amélioration des conditions de vie des populations de cette contrée, notamment dans la diversification du tissu économique autour de Kipushi, en attirant des investissements dans l'agro-industrie, dans les services de la petite industrie, et ceci permettra certainement de résorber le grand taux de chômage et garantira la paix sociale. La reprise des activités de cette mine a été rendue possible grâce aux travaux de construction de Kiko Corporation SA, une jointe venture entre la Gécamine et Ivano Mine. Un rêve qui vient de se réaliser dans la relance de l'économie à marteler les PCA de Kiko SA au niveau Biningo. La relance de cette unité de production minière de Kipushi va permettre à coup sûr l'envol économique, affirme les PCA de la Gécamine Alphonse Caputo Kalibi. Après une longue période de léthargie, la mine de Kipushi, qui va totaliser bientôt 100 ans, vient d'être relancée après une longue période de négociations entre les différentes parties prenantes. La cérémonie a été rehaussée de la présence du gouverneur de la province du Haut-Katanga, de la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Kaïnda, de la ministre des Mines et de quelques conseillers du chef de l'État.
Échanges commerciaux entre la RDC et le Rwanda, le gouvernement congolais modernise les infrastructures au poste frontalier de Kassindi et de Ruzizi, deux portes d'entrée qui seront inaugurées demain par le ministre du Commerce. Jean-Lucie Boussa est arrivé aujourd'hui à Goma. Laurent Niangé pour le reportage. Ce mardi 23 août 2022 à Goma, du ministre national du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tamba. Il vient pour l'inauguration des infrastructures frontalières de Kassindi au nord Kivu et Ruzizi au sud Kivu, comme il l'a indiqué à sa descente d'avion. Dans le cadre de la facilité du commerce, mais aussi de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, le président de la République et le gouvernement nous ont engagés à moderniser les frontières, les infrastructures frontalières de la République démocratique du Congo. Et vous savez aussi avec l'appui de nos partenaires que Banque mondiale et autres, l'Union européenne, le gouvernement a construit donc des infrastructures au niveau des frontières entre le Bukavu et le Rwanda, donc au niveau de Ruzizi premier, je veux dire, mais aussi au niveau de Kassindi. Ces infrastructures ont été donc terminées, les travaux de construction sont terminés et je viens pour inaugurer donc ce bâtiment. Voilà. Aussitôt arrivé, le ministre du Commerce extérieur a eu un tête-à-tête d'une demi-heure avec le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, en son cabinet de travail au musée de Himbi. Question de passer en revue la situation sécuritaire qui prévaut en province. Jean-Lucien Boussa voudrait que la population du Nord Kivu soit rassurée de la détermination du président de la République et de son gouvernement pour ramener la paix à l'est du pays. La partie est du pays et le Nord Kivu en particulier en proie à la guerre que nous connaissons tous qui nous est imposée par nos ennemis tout le temps. Et en ce moment où notre armée se bat pour sécuriser notre population, au moment où notre armée se bat pour recouvrir l'intégrité de notre territoire, lorsqu'on arrive dans le Nord Kivu, la préoccupation première est celle de savoir comment les choses se passent. Quelques heures après, la délégation du ministre a pris la direction de Bukavu pour l'inauguration à Ruzizi Ier des bureaux modernisés qui intervient ce mercredi 24 août. Je l'ai dit à l'entame, le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de la traite négrière et de son abolition, journée décrétée par l'UNESCO. Je vous propose de suivre l'extrait de l'adresse de la ministre de la Culture. Chers compatriotes, il y a 231 ans, les premiers esclaves avaient décidé de briser la chaîne de l'esclavagisme étatique imposée comme un système d'exploitation de l'homme noir. En célébrant plus de 2 siècles après cette date commémorative internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, la République démocratique du Congo, d'où sont partis plusieurs esclaves, est dans son devoir et droit historique. Pour ma part, depuis une année comme ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, j'ai proclamé la cité de Sianfumo, premier site des esclaves de l'ouest de notre pays. Sous l'impulsion du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde dans son programme gouvernemental, la route de l'esclave est un projet et une évidence culturelle. Le projet de la route de l'esclave fut officiellement lancé en 1994 au Bénin. Pour l'UNESCO, c'est un projet interculturel, interdisciplinaire, prônant la liberté, la résistance et l'héritage, mieux le patrimoine. Le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, nous invite à nous approprier notre histoire et par la culture faire de l'Afrique ce que nous voulons. Dans quelques semaines, je vais me rendre dans le Maniema, selon les programmes du gouvernement, à son axe 62, valoriser les sites historiques de Kassongo, jusque dans l'extrême est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu.
Je dois repérer tout le site, replacer des traces, des souvenirs, promouvoir le patrimoine culturel immense de cette date du 23 août. Voilà, Madame la Ministre, rebonsoir. Bonsoir. Nous avons le privilège de vous avoir ce soir sur ce plateau. On parle de cette journée célébrée le 23 août à travers le monde. C'est quoi l'importance de cette journée ? Merci beaucoup. La journée du 23 août, c'est une journée très importante, une journée internationale des souvenirs de la traite négrière et de son abolition. C'est une journée qui a été décrétée, comme nous l'avons dit, et comme vous le connaissez tous, par l'UNESCO en 1994. C'était au Bénin où les activités sur la route de l'esclave avaient commencé. Cette journée est très importante parce que ça nous rappelle la période triste, effectivement, des esclaves, la révolte des Noirs contre l'esclavagisme. Et nous sommes en train de vouloir rappeler ici et de signaler que nous sommes tous sans ignorer qu'il y a plus de 11 millions d'Africains qui étaient partis ici pour les Amériques. Ils avaient été déportés, vendus, et ils sont partis, ils ont fait des années, des siècles, plus de 2 siècles, et ils sont là-bas. Nos ancêtres sont partis et nos frères, issus de ces ancêtres, sont là où ils sont partis. Et aujourd'hui, ils sont libres. Aujourd'hui, ils sont en train de créer la liberté. Ils sont en train de crier qu'ils reviennent chez eux. Et donc, cette journée du 23 août, c'est une journée très importante de l'histoire. Et c'est une journée que nous, les Africains, et nous, les Congolais, nous devons nous approprier parce qu'un grand nombre, effectivement, des esclaves étaient partis de notre pays. Et nous devons faire connaître cette journée aux générations parce que nous avons la vision du chef de l'État qui nous invite tous à contribuer à la réécriture de notre histoire et les programmes du gouvernement lui-même qui nous demande vraiment de le faire et de tracer les routes des esclaves. Voilà, vous dites qu'il faudrait enseigner cette journée importante à des générations futures. Le gouvernement Sama est né il y a quelques années. Cette journée existe depuis des années-lumière. Que fait votre gouvernement justement pour marquer le souvenir ? Merci beaucoup. Le gouvernement est en train de faire un grand travail parce que déjà dans les programmes du gouvernement, au 15e pilier du 62e axe, on nous a demandé de tracer et de faire en sorte que l'identification des sites culturels de l'histoire puisse être faite. Nous avons, pour ce qui nous concerne cette année où nous avons été aux affaires, nous avons classé déjà la cité de Sianfumu, c'est au Congo central, où nous avons cité Amanda, le premier site à l'ouest de notre pays, le premier site des esclaves, où nous sommes tous sans ignorer que les gens sont partis de là. Vous avez vu notre reportage où il y a des marmites qui avaient été utilisées, des chaînes aussi, et nous voulons que les gens sachent que c'est parti de là. Et ce n'est pas seulement à Sianfumu, à l'ouest, il y a aussi d'autres sites qui doivent être identifiés à l'est, et d'ici là, je vais aller à Kasongo, et à l'extrême est, au nord Kivu, où il y a les esclavagistes arabes, ils sont passés et les sites ne sont pas encore connus. Comme dans l'axe 15, on nous demande d'identifier les sites historiques des esclaves. C'est un travail qui se poursuit et nous allons le faire parce que nous devons faire connaître notre histoire. Nous n'avons pas besoin de connaître l'histoire des Français, l'histoire des Jeanne d'Arc et de la guerre des 100 ans, sans connaître l'histoire de Kimpavita et l'histoire de Sianfumu. Voilà pourquoi c'est très important et le gouvernement s'y penche. Merci Madame la Ministre. Je rappelle que vous êtes la ministre de la Culture et c'est très important de conserver l'histoire de notre pays, comme vous venez de le dire, pour que cela soit enseigné à des générations futures. Merci pour cet honneur. Merci. Poursuivant cette édition d'information, Kanyama KCC fournit le marché en maïs. Les derniers wagons ont été livrés au site de Katouambi. L'heure est au CENI après le labour. Les travaux sont supervisés par le commandant du service national, le général Kassongo Kabwik. Joseph Oscar Balkaïch pour le reportage. Une rame de 14 wagons remplis de sacs de maïs qui est arrivée à Kananga en provenance du centre pilote de Kanyama KCC dans la province du Olomani. Le marché qui connaît une pénurie de cette denrée sera inondé. Satisfaction morale pour le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. C'est un homme satisfait que devant vous, je me tiens devant vous avec les wagons qui sont remplis de maïs. Ce n'est pas une activité commerciale que nous sommes en train de faire.
pour que le maïs profite d'abord aux commerçants. Non, on voudra s'assurer que c'est les plus démunis, la population du Kananga, qui va bénéficier du maïs qui vient d'arriver. Un ouf de soulagement pour les autorités provinciales en cette période où le maïs se fait rare sur le marché. Ça fait pratiquement un mois que nous sommes dans les secousses pour la pénurie de maïs. Et le général est arrivé cette semaine en provenance des Kanyamans, comme le chef de l'État l'avait souhaité. Mais aujourd'hui, on vient de nous servir avec 14 wagons de maïs. En attendant d'autres convois qui vont arriver la semaine prochaine, sur le marché, ça sera même plus très inondé. Et toute la population sera même plus servie sans distinction. La vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de rendre autonome la province du Kasaï central en termes de production de maïs. C'est tout le sens de cette visite de vastes étendues de champs déjà labourés et qui n'attendent que les semis pour cette saison agricole 2022-2023. Feed the Future, c'est un programme initié par le président américain Joe Biden. Ce programme vient en aide aux pays frappés par l'insécurité alimentaire. Et la RDC se retrouve sur la liste de pays sélectionnés pour bénéficier de 5 milliards de dollars américains chaque 5 ans. Cela a été confirmé au ministre de l'Agriculture par le directeur général de l'USAID, Martin Mangazakalala. Feed the Future est une initiative du président américain Joe Biden qui vise à lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire à l'échelle mondiale. La République démocratique du Congo est l'un des pays sélectionnés en fonction d'une combinaison des taux d'insécurité alimentaire, de pauvreté et de malnutrition récurrentes. La relation entre le gouvernement américain et le gouvernement du Congo, c'est très étroite, qui va durer longtemps. Nous sommes ici pour le long terme et pour lui, il était très content d'entendre que le nouveau programme de Feed the Future, il a accepté d'être une partie de développement de stratégie pour ça. Le programme de USAID et le programme du gouvernement vont aller main en main. Le USAID a choisi RDC comme un pays ciblé pour la nouvelle initiative qui s'appelle Feed the Future. C'est une initiative d'agriculture. La couverture mondiale de l'initiative Feed the Future consacre 5 milliards de dollars américains sur 5 ans pour lutter contre la faim dans le monde. Juste après, le numéro 1 de la politique du ventre, Désiré Zingabiri Onze, s'est entretenu avec les staffs de BAB et de l'UTA avec lesquels il a procédé à l'évaluation des activités sous l'agenda de transformation agricole ATA, un programme initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le ministère de l'Agriculture. Autre chose, des morts sur la route nationale hier soir. 3 passagers, tous agents de la SNEL, ont perdu la vie après une collision entre une pick-up et un camion remorque de la DGDA au niveau de Mitendi. Dans ce reportage d'Eric Abamba, un témoin relate les faits. Horreur sur la nationale numéro 1 à la hauteur de l'agglomération de Mitendi, dans la commune de Mongafula, dans la ville-province de Kinshasa. Cet accident de circulation a coûté la vie à 3 personnes la nuit du lundi 22 août 2022. Selon les témoins qui ont vécu ces drames, un véhicule remorque au poids lourd en provenance de la province du Congo central a percuté une Jeep pick-up 4x4 à partance pour la province du Congo central. Le premier élément d'enquête indique que cet accident mortel était provoqué par un excès de vitesse doublé d'un mauvais dépassement du chauffeur. Mauvais dépassement attribué à l'inattention et à la fatigue du chauffeur à cette heure du drame nié de la collision des véhicules, a écouté un témoin. Nous avons vécu cet accident et on n'a rien compris. Un rescapé a relaté que le conducteur de la pick-up a fait un dépassement, ce qui a provoqué la collision entre les deux véhicules. Si la vitesse concourt à minimiser la durée du voyage, elle est aussi souvent source de malheur. Démolition des constructions anarchiques à Kinshasa, les habitations construites au alentour du pont Makelele vivent leurs derniers instants. Lors de sa descente sur le terrain, Pius Mabilou a annoncé le lancement de la destruction. Eric Abamba.
Devant cette rivière située au quartier GB, Piusu-Wabulu, il a passé plusieurs minutes et ne la reconnaît plus. Cette rivière, qui s'écoulait paisiblement, est aujourd'hui envahie de bout en bout par des constructions anarchiques. Lors des prochaines fortes pluies, les ponts jetés sur la rivière et quelques maisons environnantes s'annoncent déjà menacées. À quelques kilomètres de là, à la rivière Makelele, située dans la commune de Bandalungwa, la situation est bien pire à constater. Et puis sous Mabilou, lors de sa tournée, ici également, plusieurs constructions anarchiques ne cessent d'envahir les lieux et rétrécissent de plus en plus les lits de la rivière. Attaché à la protection de la population, Piusu Wabulu promet de faire rapport pour des mesures urgentes. Aussi, je me suis déplacé ici à la demande expresse du gouvernement et du président de la République. C'est pour que, encore une fois, que je vienne alerter nos compatriotes. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Nous allons prendre nos responsabilités. Il faut qu'on casse. La rivière est aussi bouchée par des immondices et pendant la saison des pluies, l'eau s'infiltre jusque dans les habitations. Lorsqu'il pleut, l'eau arrive jusqu'à ce niveau. Nous quittons même nos maisons. Sur son passage, Piusu Wabulu a été choqué de voir un immeuble en construction sans aucune norme urbanistique. Prévu pour 2 niveaux, il en est déjà son 4e. Informé de l'arrivée du ministre d'État, propriétaires, ingénieurs, maçons, tous ont disparu et bloqué les portails. Piusu Wabulu a instruit les inspecteurs de l'urbanisme et habitat de procéder à l'arrêt immédiat des travaux sur ces chantiers. Les pylônes de la SNEL à Mbanzangungu au Congo central sont hors du danger. Pour sauver ces infrastructures, la société a initié des travaux de lutte anti-érosif. 4 mois après, on fait l'évaluation avec Yvette Makontima. Les pylônes des SNEL SA numéro 367 et 368 de la ligne 400 Inga-Kinshasa étaient sous les menaces réelles d'écroulement au mois de mars 2022 à la suite des têtes d'érosion dans la cité de Mbanzangungu, province du Congo central. Aussitôt informé de cette menace, le directeur général des SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo-Kayan, a instruit l'équipe de génie civil des SNEL SA à amorcer immédiatement les travaux de lutte anti-érosive sur les sites sous menace d'érosion. Les équipes à pied d'œuvre ont pu construire après 4 mois les murs de soutènement, assurer les remblayages des ravins et la création des bassins de rétention des eaux de ruissellement. Nous avions dit qu'on a commencé, qu'on ferait un travail qui ira jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir totalement éliminé cette érosion sur la liste de menaces potentielles de la ligne 400 kV Kinshasa. Je dis simplement, faisons confiance à la SNEL. Lorsque les moyens sont mis à disposition de la SNEL, les résultats sont bons. Les dispositifs d'arrêt de la progression de l'érosion nécessitaient aussi la plantation des bambous dans l'objectif de canaliser les eaux de pluie. Les résultats ainsi obtenus sont consécutifs à l'ingéniosité et aux moyens techniques et financiers des SNEL SA. En octobre prochain, la RDC est attendue au Salon international de l'artisanat au Burkina Faso. Une délégation du ministère burkinabé du Commerce est arrivée à Kinshasa pour annoncer l'information à Eustache Mouanzi, ministre congolais de l'entrepreneuriat. Mireille Ndekisiluvundi. Avoir pris part à la foire internationale de l'artisanat au Congo-Brazzaville, la RDC est de nouveau invitée à la 16e édition du Salon international de l'artisanat au Burkina Faso. L'invitation était parvenue au ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouanzi Mumbembe, par le biais de M. Charles-Eugène Nabolé, commandeur de l'ordre de l'étalon et conseiller technique du ministère de l'Industrie, du Commerce et l'Artisanat du Burkina Faso, à la tête d'une grande délégation. Les deux parties ont envisagé ensemble à cette occasion l'importance de ces assises très bénéfiques dans le cadre d'échanges d'expérience entre Burkina Faso et la RDC dans le domaine de l'artisanat. Le ministre d'État, maître Eustache Mouanzi Mumbembe, qui ne lésine pas sur les moyens de promouvoir son secteur, n'a pas hésité pour donner son accord à prendre part à ce grand rendez-vous africain. Notre ministre en charge de l'artisanat nous a instruit pour rencontrer son homologue frère et ami afin de lui porter le message relatif justement à ces deux grands événements qui sont la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui se tiendra du
28 octobre au 6 novembre. Il y a lieu de souligner que cet événement qui réunira tout l'écosystème entrepreneurial africain, précisément dans le domaine de l'artisanat, va permettre au secteur de l'artisanat congolais de rayonner, mais surtout d'être un levier de développement et facteur de croissance économique en RDC. Et pour lier l'utile à l'agréable, la délégation du Burkina Faso a remis un présent fabriqué en coton pur au numéro 1 de l'artisanat congolais. Question de sceller le partenariat entre les deux pays frères et amis. Échange entre Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures, et Guy Bandu, gouverneur du Congo central, au menu de leur discussion. L'évolution du projet de construction du port en eau profonde de Banana. Hérodis Kitutu Anastasie Dombu. Province du Congo central, l'unique voie d'accès de la RDC vers l'océan Atlantique veut se tenir prête à recevoir les différents projets des infrastructures pour non seulement son développement, mais aussi du pays tout entier. Voilà qui a conduit le gouverneur Guy Bandu auprès du patron des ITP, le ministre d'État Alexis Guissaro. Content du programme ambitieux du chef de l'État pour le développement de 145 territoires de la RDC dont sa province est aussi bénéficiaire, le gouverneur Guy Bandu est venu soumettre à Alexis Guissaro Mouvouni les besoins spécifiques du Congo central pour les infrastructures de base et de développement. Le décaissement du PER 2022, l'état d'avancement du projet de la création de la route de la Passion qui mène vers la cité sainte de Kamba et la sécurité sur la RN1, le ministre d'État Alexis Guissaro a rencontré les différentes préoccupations du gouverneur Guy Bandu qui rentre satisfait après ces échanges. L'imminence du retour de pluie fait qu'il faille entreprendre des travaux de réhabilitation, en tout cas anticiper le retour de pluie. Et c'est cela qui faisait l'objet du premier point de ma visite, notamment sur le décaissement du PER 2022. Le gouverneur du Congo central a obtenu la disponibilité de la tête couronnée des ITP Alexis Guissaro de collaborer étroitement avec l'exécutif provincial afin de relever le défi infrastructurel. Irène Essambo, ministre en charge des personnes vivant avec handicap, lutte pour la création de la fédération de parasport ainsi que pour l'organisation des compétitions nationales. Elle a échangé autour de cette question avec les délégués des personnes vivant avec handicap. Après la table ronde nationale sur le parasport, l'heure est à la mise en œuvre de recommandations issues de ces assises. Les délégués des provinces et du handisport se sont retrouvés autour de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo Diatta, pour tabler sur les stratégies de mise en œuvre effective de grandes recommandations. Premièrement, l'organisation du Forum international qui fera appel aux délégués des différents pays ayant de l'expérience sur le handisport, à savoir le Ghana, le Maroc et l'Allemagne, ainsi que les délégués régionaux de l'Afrique. Deuxièmement, la création de fédérations de parasport ainsi que l'organisation de tournois pour rendre viables les différentes disciplines et renforcer les compétences des athlètes. La ministre Irène Essambo leur a recommandé de répertorier tous les para-athlètes qui sont isolés et non reconnus dans leur province. L'objectif étant de faire du handisport un mécanisme pour la promotion de la donne handicap. Donc la personne avec handicap a des initiatives, a des compétences, a des atouts. Bientôt la rentrée scolaire, occupez-vous des enfants en situation de handicap, s'il vous plaît, chers parents. Les participants ont partagé ensuite leurs expériences et les défis à relever. Justice pour Eliane Botembe, la jeune fille blessée à coups de couteau par le bailleur de la résidence où habite sa famille. L'affaire a suscité grand bruit et les mouvements des droits des femmes se constituent en défense pour justement protéger les droits de la victime contre cette cruauté. Christine Lenzo fait le tour de la toile. Eliane Botembe, une fille de 10 ans, sauvagement poignardée sur tout le corps par un homme de 49 ans, bailleur de la parcelle où elle réside.
Les cris d'alarme de ses parents ont suscité une mobilisation du collectif d'avocats membres de la FEAC et de plus de 20 associations féminines qui réclament que la justice se saisisse de cette affaire et que la loi pénale soit de stricte application. Les faits se sont déroulés dans la commune de Guiriguiri et l'affaire, inscrite sous RP 16-505-2, est pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu. Nous condamnons avec la dernière énergie cet acte de violence et de cruauté commis sur la personne d'un enfant. Confiant à la justice congolaise et aux autorités judiciaires, nous en appelons à l'application stricte de la loi pénale afin de punir et de corriger ce présumé criminel hors pair qui s'en est pris à un enfant innocent et sans défense. Nous nous associons à l'émotion suscitée par ce drame pour exprimer notre indignation ainsi que notre solidarité et soutien aux parents de la victime et à ses proches très affectés par ce qui lui est arrivé. Cette mobilisation des femmes et de celles de l'AEAC remercie le gouvernement de la RDC pour son implication. Nous informons l'opinion que le monitoring de ce procès est assuré par un collectif d'avocates, membres de l'Association des femmes avocates de la RDC, AFEAC en sigle. Kimbanseke et Njili, deux communes qui vont connaître une amélioration en fourniture en eau potable. 3 ans après, l'usine de captage et de traitement d'eau offre ce produit au Quinois. L'inauguration a eu lieu aujourd'hui. Guilain Kabaoundi. Des scènes de joie et un grand ouf de soulagement poussé par cette population. L'eau, c'est la vie, dit-on. Une vie rendue possible grâce à une vision portée par le premier citoyen du pays. Ce mardi 23 août 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement de la périphérie sud de la capitale pour présider la cérémonie d'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, située à cheval dans les communes de Mangafula et Kimbanseke, au confluent des rivières Njili et Lukaya. Cette nouvelle usine produit dans sa première phase 35 000 m3 d'eau potable par jour, au bénéfice de 60 000 personnes réparties dans une dizaine de quartiers de Njili et de Kimbanseke. Ces explications ont été fournies au chef de l'État lors des différentes allocutions, 6 au total. Financées en grande partie par le gouvernement de la Corée du Sud et exécutées par la firme coréenne Hyundai Engineering, les travaux ont consisté, a fait savoir le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, en la construction d'un ouvrage de génie civil de captage d'eau brute de 220 000 m3 par jour, avec une première phase de 35 000 m, la construction d'un réservoir semi-enterré d'une capacité de stockage de 10 000 m3 et la fourniture et la pose d'un linéaire total de canalisation de 30 km. Et c'est au terme de la deuxième et la troisième phase de cette usine que la production journalière pourra atteindre le 220 000 m3, quantité suffisante pour alimenter plusieurs autres quartiers de l'ouest de la capitale. Après les verbes, les gestes. Le président de la République est invité à inaugurer officiellement cette usine et faire le tour du propriétaire dans cet enclos. Avec la mise en fonctionnement de cette usine et celle d'Ozone d'ici décembre prochain, la Régie des eaux devra atteindre 550 000 m3 de production journalière et améliorer sensiblement le taux des dessertes à Kinshasa. En nouvelle, le lancement de la campagne de production à grande échelle de farine panifiable de manioc à Madimba dans le Congo central, initialement prévu pour demain mercredi 23 août, a été reporté pour le jeudi 24 août au même lieu. La cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire s'excuse du désagrément indépendant de sa bonne volonté. Le lancement se fait en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, du Développement rural ainsi que le gouvernement provincial du Congo central, une dépêche de Di Tchalakatala. Et pour terminer la politique, l'église de Tataouanda appelle les Congolais à soutenir les efforts du président de la République. Les fidèles de cette communauté s'engagent à prier pour le retour de la paix au pays. Ils ont communié avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya.
Le soleil s'est arrêté ce samedi 20 août sur Madanzambi, cité sainte de l'église chrétienne de l'Union de Saint-Esprit, église de feu patriarche Taonda. Ici, toute l'assemblée est en train de prier Dieu pour le retour de la paix dans l'est du pays. Invité par les chefs spirituels de cette église de Kant-Maville à Kisaka, le secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabouya s'est joint aux fidèles de l'église qui invoque jour et nuit la faveur et la grâce divine sur la République démocratique du Congo. Une cérémonie ponctuée par la défilée de l'armée céleste à l'honneur de leur hôte. Dans sa prêche, Descartes Maville a condamné l'invasion rwandaise sur le sol congolais avant d'appeler les Congolais à soutenir les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche de la paix. C'était aussi l'occasion pour lui de solliciter la reconnaissance officielle des femmes et hommes qui ont consacré leur vie pour prier pour le pays et ses autorités en se privant de tout jusqu'au point de ne pas se laver. balobi okomi interlocuteur valable ona biso na bakonzi ya mboka lingomba mpe ezali koparticipe na développement ya mboka soki lelo tolobi mokonzi ya mboka akoleka solo po tokobundele nano bitumba spirituel totie mabondeli na nsima ya mabondeli tozwi bavwa na biso tokotiela ye yango. Dans sa réplique, Augustin Kabouya a salué cette initiative d'intercéder en faveur du pays et de FARDC engagé au front contre l'agression rwandaise. C'est la visite de mausolée du musée sanctionnée par la signature dans les livres d'or par ce lieutenant politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est clôturé la manifestation. Juste après, cap sur la ville de Boma. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Retrouvez avec la même attitude à 23h Peggy Mukunda et moi je reviens demain à 20h. Bonne soirée.